Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau cours de physique, ondes et physique moderne. Euh, pardon. Aujourd'hui, on va étudier la relativité. Euh, Voyons, ça commence bien. La relativité, tout le monde a certaines notions utilisées de la relativité. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment nos idées préconçues sont souvent en désaccord avec ce qu'on observe quand on ne se fie pas à nos propres sens. OK? Donc, on parlait il y a quelques cours de ça des limites de la mécanique classique. Pourquoi on a développé la relativité, en fait, c'est parce qu'on a atteint les limites de ce que pouvait nous apprendre la physique classique, puis c'est surtout parce qu'à l'époque où Newton, essentiellement, a développé la physique classique, il n'y avait pas de raison de comprendre. Ben, il ne pouvait pas savoir c'était quoi les limites de sa théorie. Donc, dans l'esprit de Newton, ses idées étaient valables, peu importe la vitesse à laquelle les objets se déplaçaient. Pour lui, le temps c'était le temps, puis l'espace c'était l'espace. Ça peut sembler logique de dire ça, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est pas ça, c'est plus le cas. Ok. Donc aujourd'hui, ce qu'Einstein nous a appris, en fait, c'est que le temps puis l'espace, ben, c'est pas des notions qui sont aussi simples. Ben, c'est pas des notions qui sont en accord avec notre expérience quotidienne. Ok? On a une expérience très limitée par nos sens de ce que sont euh, l'espace et le temps. Ok? Donc c'est ça qui est le fun, un peu en physique le fun, puis vous serez sûrement pas d'accord avec moi, là, c'est qu'on prend des concepts simples, tu sais, c'est quoi le temps, c'est quoi l'espace, c'est quoi la masse d'un objet, c'est quoi l'énergie, puis on essaye de comprendre ça, puis plus on étudie ces concepts-là, plus on réalise peut-être qu'on comprend moins qu'on pensait. Ok. Donc, donc, comme je vous disais aujourd'hui, ça va être sur la relativité. Donc, vous avez euh, évidemment dans les notes de cours euh, un exemple très simple de relativité, ok? Mais de relativité qu'on appelle galiléenne. On dit, imaginez que vous avez un cycliste qui se déplace à 7 mètres par seconde vers un piéton, puis qu'il y a un piéton qui marche vers le cycliste à 1 mètre par seconde. On précise par rapport au sol, ok? Dans la question. On dit quelle est la vitesse relative du cycliste par rapport au piéton. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous avez euh, un piéton qui se déplace vers un cycliste, puis un cycliste qui se déplace vers un piéton, premièrement, si on parle d'une vitesse, il faut toujours mesurer une vitesse relativement à un référentiel, ok? À un système de référence, à un système d'axe, appelez ça à un objet, ok? Appelez ça comme vous voulez, mais on ne peut pas parler d'une vitesse comme sans référer à rien. Ok. Moi, je me déplace à 200 000 km/h présentement. Ah ouais? Ben ouais, ok. Ben, je me déplace à 200 000 km/h par rapport à quoi? Ben, par rapport à rien. Je suis mobile par rapport à mon, mon bureau présentement. Ok. Donc, ma vitesse relative au déplacement de mon bureau actuellement est nulle. Ok. Je suis collé en avant de mon bureau, puis c'est comme ça. Ok. Dans l'exemple qu'on vous donne ici, on vous parle de vitesse relative au sol. Donc, on réfère, c'est parce qu'on est habitué implicitement, quand on parle d'une vitesse, quand vous roulez à 100 km/h sur l'autoroute, vous n'allez pas vous donner la peine de préciser que vous roulez à 100 km/h par rapport au sol. Ok. Tout le monde se doute que c'est par rapport au sol. Mais en physique, c'est le genre d'affaires qu'on aime préciser. Ok. Donc, on vous demande quelle est la vitesse relative du cycliste par rapport au piéton. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si le cycliste fait 7 mètres par seconde puis que le piéton s'avance vers lui d'un mètre à chaque seconde, au bout d'une seconde, la distance qui les sépare va avoir diminué de 8 mètres. Donc, on pourrait décider que, par exemple, le cycliste pourrait décider qu'il est immobile puis qu'il voit un piéton s'approcher de lui à 8 mètres par seconde. À l'inverse, le piéton pourrait décider que lui est immobile puis que c'est le cycliste qui s'approche de lui à 8 mètres par seconde. Donc, c'est ça qu'on veut dire par de la relativité. Ok. Est-ce que les lois de la physique sont différentes pour un pour l'autre? Non. Est-ce qu'il y a un qui a raison plus que l'autre? Non. Les deux ont raison, chacun dans leur propre système de référence. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose déjà qui est important de bien comprendre. Quand on parle de relativité, c'est
c'est toujours parce qu'on mesure le mouvement relativement à à un référentiel. Puis ensuite, c'est que les deux points de vue des observateurs sont équivalents. Les deux s'approchent mutuellement de l'autre à 8 mètres par seconde dans notre exemple. Donc, Einstein est souvent parti d'expériences de pensée qu'on appelle, donc de notions qui peuvent sembler assez simples, là, qui nous disent un peu, genre, ben, si je pouvais faire tel type d'expérience, qu'est-ce que j'observerais? C'est ce qu'on appelle souvent des exercices, des expériences de pensée, parce que c'est pas le genre d'expérience qu'ils pouvaient faire nécessairement, surtout pas avec la technologie qu'on avait au début du 20e siècle. OK? Oh, pas la bonne tasse de café, c'est l'autre la bonne. Puis, pour Einstein, euh, ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il a mis sur pied des postulats, puis il a étudié les conséquences mathématiques de ces postulats. Donc, on parle de... Voyons, excusez-moi. On parle de deux postulats en relativité restreinte. OK? Euh, on dit les lois. Le premier postulat d'Einstein, c'est de dire que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que euh, si on fait, mettons, je laisse tomber une balle puis je mesure son accélération pour établir la loi de la gravité. OK? Ben, si je fais cette expérience-là présentement dans mon bureau, euh, immobile par rapport au plancher, je laisserai tomber une balle, puis je mesurerai une accélération pour cette balle de oh, pardon, une balle carrée, oui, c'est ça. OK. Donc, je mesurerais pour cette balle une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. Ça, je ne devrais pas surprendre personne en vous disant ça. OK. Donc, la balle est soumise à son poids. Si je mesure l'accélération qu'elle a en tombant au sol, je connais le déplacement, je connais sa vitesse initiale, je peux déterminer l'accélération qu'elle a parce que je sais le temps que ça va y prendre pour tomber au plancher. Je vais être capable expérimentalement de déterminer son accélération. OK. Bon, si vous vous souvenez, là, la loi, c'est V0T plus une demi-AT carré. C'est des formules de cinématique, là, des vieilles formules de cinématique. OK? C'est une des façons de le faire. La relativité, ça nous dit que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Ça veut dire, par exemple, que si je fais cette même expérience-là, mais mettons que je suis dans un ascenseur qui monte à vitesse constante, mais je vais trouver la même accélération. OK? Donc, ça, c'est des vieux exercices de mécanique classique. Là, OK? Imaginons maintenant que vous êtes dans un ascenseur qui se déplace vers le haut avec une vitesse constante de 3 mètres par seconde. Puis que vous laissez tomber une bande de la même hauteur delta x. Vous mesurez le temps que ça va y prendre pour toucher au fond de l'ascenseur. Ça va prendre le même temps delta t. Donc, qu'est-ce que ça a comme... Vous avez déterminé la même accélération. Qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau conceptuel? C'est que ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire d'expérience qui va vous permettre de deviner que vous êtes en mouvement si vous vous déplacez par rapport à vitesse constante par rapport à un autre référentiel. Puis c'est là qu'est la clé ici. Quand on parle des lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, ce qu'on veut dire à la base, c'est que c'est impossible de deviner, de détecter. Il n'y a aucune expérience en physique que je peux faire qui va me permettre de deviner que je suis en mouvement. OK? Donc ça, c'est le principe de base qui dit que les lois de la physique doivent être les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Okay. On parle ici de deux observations. Premièrement, la première, on parle de relativité restreinte ici. À quoi elle se restreint? Mais elle se restreint au référentiel inertiel, on vient de le dire. Donc, tous les référentiels ne sont pas équivalents. Les lois de la physique ne seront pas les mêmes dans tous les référentiels, mais elles vont être les mêmes dans tous les référentiels qui se déplacent à vitesse constante l'un par rapport à l'autre. C'est sûr que si mon ascenseur est en train d'accélérer relativement au sol, puis que je laisse tomber ma balle, la balle ne prendra pas le même temps pour toucher au sol. Parce que l'ascenseur va de plus en plus vite, mon référentiel va de plus en plus vite vers le haut. Donc ça va y prendre essentiellement moins de temps pour toucher au plancher. Je ne mesurerai pas la même accélération. Ça, si vous voulez que les lois de la physique soient les mêmes dans tous les référentiels points, mais ça, il faut généraliser la relativité restreinte à la relativité générale. Ce qui n'est pas le cadre du cours ici. Okay? On va en parler brièvement, mais on ne va pas l'étudier en détail. Donc, le principe selon lequel les lois de la physique devraient être les mêmes dans tous les référentiels inertiels, c'est un principe, si vous voulez, euh, je ne vais pas dire philosophique, mais pratiquement, dans le sens que, tu sais,
pourquoi les lois de la physique seraient différentes selon le fait qu'on soit en mouvement ou pas par rapport à un objet ou pas par rapport à un autre. Donc, il n'y a pas de raison a priori qui devrait favoriser un certain référentiel pour l'expression des lois physiques. Tu sais, tout devrait être pareil dans tous les référentiels inertiels. C'est juste, entre guillemets, du gros bon sens. OK? Ça reste un postulat. Ce qu'on veut dire par là, c'est que on peut pas, on peut pas, on justifie pas un postulat. OK? Un postulat, c'est quelque chose qu'on fait, puis on utilise les postulats comme étant le fondement de notre théorie. Puis à partir de là, on va étudier les conséquences, par exemple dans notre cas, les conséquences mathématiques de l'expression de ces postulats. Donc on va aller voir c'est quoi les conséquences que ça a au niveau mathématique, puis c'est ça qui va nous permettre de construire une théorie scientifique. OK? Qu'est-ce qu'on veut dire par scientifique? Ben, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément que si on arrive à invalider les postulats, si on arrive à montrer que les postulats ne sont pas bons, ben on va démolir la théorie. OK? Puis c'est important que les postulats, on puisse toujours démontrer qu'ils sont faux. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Il faut faire attention. OK? Ça veut dire qu'on pourrait tester les postulats puis éventuellement trouver un cas où ça serait faux. Par exemple, n'importe quelle loi en fait est basée comme ça. Prenons par exemple la loi de la gravitation universelle de Newton. OK? Newton nous dit si vous avez un objet de masse m1 puis un objet de masse m2 qui sont séparés d'une distance r, va apparaître une force d'origine gravitationnelle entre ces deux objets-là. OK, donc ça c'est la force exercée sur 1 par 2, ça c'est la réaction, la force exercée sur 2 par 1. Cette force-là est d'origine gravitationnelle, puis est proportionnelle à la masse des deux objets, puis inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ça c'est une loi. OK? En quoi est-ce que c'est falsifiable? C'est ça le terme que certains philosophes des sciences utilisent comme Thomas Kuhn, mais ça, c'est pas important. C'est que pour être une théorie scientifique, il faut que je puisse tester la théorie puis éventuellement montrer qu'elle est fausse. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut dire que j'ouvre la porte à ce qu'on trouve un cas où c'est pas vrai. Donc ça, je peux tester ça en suspendant différents objets de masse M1, M2, en changeant la distance R, en faisant plein de tests jusqu'à temps que je trouve un cas où c'est pas vrai. Puis le jour où je vais trouver un cas où c'est pas vrai, ben là, je vais avoir invalidé une théorie. C'est donc une théorie scientifique parce qu'elle est testable. Il n'y a rien de pire qu'une théorie, comme par exemple, puis je ne veux pas porter de jugement sur les croyants, là, sur la croyance, mais l'existence de Dieu. C'est impossible que soit de démontrer que Dieu existe, soit de démontrer que Dieu n'existe pas. C'est impossible. OK? C'est purement de la foi. Donc, à un moment donné, c'est correct. Tu veux croire, fine with me. OK? Moi, que je crois ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est pas une théorie scientifique. Parce qu'une théorie scientifique, il faut qu'on puisse ouvrir la porte à la tester, puis à ce qu'on puisse au moins envisager des cas où on pourrait trouver une expérience qui invalide la théorie, ce qu'on suppose. Okay? Donc, c'est juste un petit peu au niveau du langage. Là, ici, c'est bien important de comprendre qu'on parle de théorie scientifique qui est basée sur des postulats. Les postulats ne sont pas justifiés autrement que parce que leurs conséquences sont observées. Donc, on postule des choses, ça sort de nulle part, entre guillemets, c'est pas justifié, ça n'a pas à être justifié. Leur justification est dans les conséquences de la théorie qu'on réussit à construire à partir de ces postulats. Donc, la relativité va prédire, en particulier, des grandeurs, des expériences, des phénomènes, puis c'est tout ce qu'on observe qui justifie la validité des postulats qu'on utilise. Donc, c'est pas super ça, c'est un petit peu de philo des sciences, là, si vous voulez, mais c'est important de bien comprendre ce qui distingue la science de la croyance. Okay? Moi, je vous demande pas de croire en absolument rien. Je vous demande pas de croire que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Je vous dis juste que si on prend pour acquis qu'elles le sont, voici les conséquences que ça a et voici comment ça colle avec les observations du monde qu'on est capable de faire. Le jour où vous allez m'arriver avec une observation qui ne colle pas à ce modèle-là, je vais vous dire félicitations, vous allez vous mériter un prix Nobel, puis il va falloir écrire les livres de physique. C'est juste ça que ça veut dire. Okay? Mais on est dans le domaine de la science, pas dans le domaine de la croyance. Okay? Donc,
Premier postulat de la relativité, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Ça, juste pour terminer là-dessus, on s'en rend compte par exemple. Je donnais un exemple d'un ascenseur tantôt. Si vous êtes, mettons, je sais pas moi, debout sur le plancher ou assis sur une chaise, immobile, puis des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes dans un ascenseur par exemple, puis à un moment donné, pendant une seconde, vous vous demandez, non, je suis en train de bouger ou pas? Je suis en mouvement ou pas? OK? Mais tant que l'ascenseur n'a pas d'accélération, vous ne pouvez pas deviner que vous êtes en mouvement. Puis non seulement ça, mais il y a aucune. Einstein suppose, nous montre qu'il n'y a aucune expérience de physique que vous pouvez faire qui ne fait qui va vous permettre de deviner que vous êtes en mouvement. OK? Là, il faudrait ajouter localement, puis pour la relativité, si on se limite à la relativité galiléenne, aucune expérience ne faisant pas intervenir l'électromagnétisme. Mais ça, c'est des limites justement qu'on va voir, en fait, qu'on va voir maintenant. Okay, pourquoi? Ben, imaginez que vous faites un test avec de la lumière. Donc, vous avez un photon qui se déplace à théorie à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde par rapport au sol, qui s'approche d'un électron. L'électron, lui, se déplace au tiers de la vitesse de la lumière par rapport au sol en direction du photon. On vous demande la vitesse relative du photon par rapport à l'électron. Ben, ici, le problème, c'est que si on. Pardon. Ça c'est la relativité galiléenne. Dans cet exemple-là, la relativité galiléenne suggère que la vitesse relative entre les deux doit être de 4 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Le problème ici, c'est que si on compare avec la solution qu'on a faite juste avant, l'électron pourrait décider qu'il est immobile dans son référentiel à lui, puis il verrait s'approcher de lui un photon qui se déplace à 4 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc la lumière irait plus vite que la lumière. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas. Okay? Ça, c'est quelque chose que expérimentalement, on n'observe pas. La vitesse de la lumière est toujours la même. Okay? Donc, c'est tellement établi maintenant que qu'Einstein en a fait son deuxième postulat. Donc, Einstein nous suppose que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, indépendamment de leur mouvement, indépendamment du mouvement de la source lumineuse. Ça, c'est excessivement contre-intuitif. Puis pourtant, c'est pas, je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est compliqué à. C'est pas quelque chose ça, c'est clairement pas intuitif. Ok, là? Je vais vous donner un exemple pourquoi c'est pas contre-intuitif. Imaginez que vous avez le soleil. Pardon. Vous avez le soleil qui est ici. Ok. Puis qui éclaire. Ok. Parce que qu'est-ce que fait le soleil sinon éclairer, euh, émettre de la lumière dans son environnement. Ok. Nous, on est sur la Terre ici. Ok. Puis, on va chercher à mesurer la vitesse de la lumière qui nous arrive du Soleil. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va mettre un détecteur, ok, dont le rôle va être de mesurer la vitesse de la lumière. Ok. Ça existe, là, en passant. Là. Ça se détermine de façon expérimentale, la vitesse de la lumière. On va en reparler dans pas long. Donc, excusez. Donc, imaginons que la Terre, bon, imaginons pas, là, la Terre tourne sur elle-même, supposons dans cette direction-là. Ça veut dire qu'ici, mon détecteur s'éloigne du Soleil, alors qu'ici, mon détecteur s'approche du Soleil. Ok. La vitesse de la lumière, ici, est égale à c. Ici, on suppose qu'elle est la même chose. Intuitivement, qu'est-ce qu'on devrait observer? Ici, on devrait mesurer une vitesse plus faible pour la vitesse de la lumière si on néglige la relativité, évidemment. Là. Pourquoi? Ben parce qu'à la vitesse qu'on observe, il faut soustraire la vitesse de notre détecteur ici. Notre détecteur s'éloigne de la source. Donc la vitesse qu'on mesurerait pour ce qui s'en vient devrait paraître plus petit. Alors que si vous êtes ici et que vous vous approchez de la source, le faisceau de lumière qui s'en vient ici, en théorie, si c'est la relativité galiléenne qui est la bonne, la vitesse relative devrait être plus grande ici. Donc, on devrait mesurer une différence de vitesse entre ces deux expériences-là. Quand on fait l'expérience, on ne mesure pas de différence. OK? Donc,
là, si ça, vous réussissez à comprendre ça dans le cadre de la relativité galiléenne, ben, vous viendrez chercher votre prix Nobel, ok? Parce que franchement, c'est pas ce qu'on. En fait, c'est ce qu'on observe. La vitesse, il n'y a pas de différence de vitesse qui apparaît. Ok? Comment est-ce que c'est possible? Ben, nécessairement, ça veut dire qu'il y a un problème avec notre compréhension de ce que c'est que l'espace et le temps. Ok? C'est la seule conclusion qu'on peut en tirer. Si la vitesse de la lumière est la même dans les deux cas, puis que la vitesse est un déplacement par unité de temps, ok? Ben, si c'est la même dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a de quoi qui bouge d'un bord ou de l'autre. Ok? Les deux, en fait, là, ok? Pour que le rapport entre les deux soit le même dans les deux cas. Donc, ça nous force de remettre en question c'est quoi notre compréhension de l'espace, c'est quoi notre compréhension du temps. Ok? Euh, Quand je vous parle d'évidence expérimentale de ça, pardon, on remonte quand même assez loin. Là. On remonte à la fin du 19e. C'est Michelson et Morley les premiers qui ont vraiment établi ça ici, que la vitesse de la lumière était indépendante du mouvement de la source puis du mouvement de l'observateur. Puis en fait, eux, c'est pas le résultat qu'ils cherchaient à obtenir. Eux, ils cherchaient à obtenir un résultat. Euh, Dans le fond, c'est un résultat nul. Là, c'est un résultat négatif qu'ils ont obtenu ici. Là, ok? Mais c'est probablement le résultat négatif le plus important de l'histoire de la physique. Ok? Donc la question ici qu'on peut se poser, évidemment, c'est comment ils ont réussi à montrer ça. Ok? Puis Michelson, le nom devrait vous rappeler quelque chose. C'est le même Michelson dont on a parlé quand on parlait de l'interféromètre de Michelson-Morley. Ok? Donc euh, c'est sûr que c'est avec ça qu'ils ont travaillé. Ok? Comment? Ok? Puis là, pour vous le montrer, en fait, vous m'excuserez, mais je peux pas faire quelque chose d'aussi bon que ce que je vais vous montrer. Avec les ressources que j'ai, le seul problème, c'est que c'est en anglais, donc je vais le commenter, évidemment. Là. Ok? Vous allez voir, c'est assez excellent. There are only a J'espère que vous handful comprenez of l'anglais. experiments in physics that completely transformed physics. At many people's top of the list would have to be the Michelson-Morley experiment. In the 19th century, physicists thought that since sound waves travel through air, light waves must travel through some sort of medium as well. They called this theoretical medium ether. The famous luminiferous ether. Excusez. This magical medium that was hypothesized to be what light required to move through the vacuum of space, just the way sound requires air to move from one place to another. How else could waves of light move through the vacuum of space unless there was some medium there, some hypothetical medium? Let's call it the ether. Donc, justement, on parle ici de l'éther. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éther? En fait, on connaissait la propagation des ondes sonores. Okay? On savait que les ondes sonores ont besoin d'un milieu dans lequel se propager. C'est pas de milieu, pas d'ondes sonores. Donc, naturellement, ce qu'on s'est dit, c'est que si la lumière réussit à voyager traverser l'espace intergalactique, intersidéral, ben, il doit y avoir un milieu de propagation pour la lumière. Appelons ça l'éther luminifère. Okay? Ce médium-là, supposé, n'avait qu'une seule propriété, c'était de permettre aux ondes électromagnétiques, en fait, de se propager dans l'espace vide. Okay? Ça avait des propriétés assez weird, entre autres, dont à être suffisamment présent pour permettre aux ondes de voyager très vite d'ailleurs. La vitesse de la lumière est très grande. Là. On parle de 300 000 km à chaque seconde. Ça fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Mais en même temps, il fallait que ça soit excessivement pas dense, pas de masse, parce que ça n'empêche pas la Terre d'orbiter autour du Soleil. Là, okay? Donc, ça avait vraiment des propriétés bizarres. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre son existence en évidence. Comment? Et voilà. Ether, they theorized, is an invisible nothingness that permeates the universe. Its only physical property is that it allows light to propagate through it. But once precise measurements of the speed of light became possible, testing the predicted effects of ether on the speed of light became possible as well.
The Earth orbits the Sun at about 66,500 miles per hour. If light travels through ether, they reasoned, then as the Earth moves through the ether, the speed of light should be different going with the ether than perpendicular to it. Donc, puis ici la clé, OK? Donc, nous, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Même, on sait que le Soleil se déplace dans notre galaxie, que notre galaxie se déplace par rapport au groupe local. Donc, aujourd'hui, le portrait, on peut pas dire que le Soleil on peut pas dire que le Soleil est immobile dans l'espace, sinon immobile par rapport à lui-même. OK, là? Donc, c'est sûr que si on s'imagine un référentiel absolu dans lequel l'éther serait immobile, OK, ben, c'est à peu près certain que le Soleil se déplace là-dedans. OK? Donc, si on le représente par des flèches par là. OK? Donc, ça veut dire que le Soleil se déplace. Voyons, excusez là. Comme ça. OK? Donc, le Soleil se déplace comme ça dans un éther immobile. Donc, c'est comme si le Soleil était immobile puis l'éther se déplaçait dans l'autre sens. OK? Wow. Comme ça. OK? On s'imagine en plus que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, des fois, la Terre se déplace dans le même sens que l'éther. Puis d'autres fois, elle s'en va perpendiculaire à l'éther. D'autres fois, elle s'en va dans la direction opposée. OK? Donc, la vitesse relative de la Terre par rapport à l'éther devrait changer au cours d'une année. OK? In an attempt to show the effects of ether on the speed of light, Albert Michelson and Edward Morley conducted an experiment in 1887 at what is now Case Western Reserve University. Michelson was an expert in optical experiments, and he thought that he could devise an experiment where one would be able to see the slight difference in the speed of light measured on the Earth if you measured it along the direction of the motion of the Earth and at right angles to it. There should be a slight difference. Donc, c'est exactement ce qu'on dit. Donc, c'est sûr que dans deux directions perpendiculaires au vent d'éther, la vitesse relative de la lumière devrait changer, étant donné que si elle se déplace à vitesse constante par rapport à l'éther, on devrait observer une très très faible variation dans la vitesse. Imaginez que vous allez nager dans un lac ou que vous allez nager dans un lac où il y a du courant. Okay, là? Donc, vous allez évidemment pas avoir la même vitesse relative au sol. S'il y a du courant, là où vous nagez, vous allez aller soit plus vite si vous allez dans le sens du courant, soit moins vite si vous allez contre le courant. Si vous allez perpendiculaire au courant, vous ne sentirez pas l'effet du courant. C'est la même chose avec la lumière dans l'éther. C'est ce qu'on essayait de mettre en évidence en 1887. Compared to the speed of light, Earth is not moving that fast. So if you're going to check the difference in the speed of light, measured with the movement of the Earth compared with transverse to it, you need a level of precision that no one had before. The Michelson interferometer was just such an apparatus. Donc c'est ça qui manquait. Michelson and Morley devised an apparatus that would detect minute differences in speed between two beams of light. Light from one source is split into two directions through a half-silvered mirror. These beams are bounced between other mirrors and then recombined back into a single beam. Ça, j'espère que ça vous apprend rien. When two light beams combine, if their waves are completely synchronized, the peaks combine to make an even more intense peak. If they are one half wavelength off, their peaks combine and cancel out the intensity. Slight differences in speed between two light waves will therefore produce a pattern based on the amount of interference between the two beams. This is known as an interference pattern. Examining the interference pattern from the two light beams sent out in different directions would clearly show if the speed of each light beam were different in different directions. Donc, c'est ça qu'on cherchait à mettre en évidence. Donc, on cherchait à mettre en évidence, mettons, on regarde le patron d'interférence dans une direction, puis là, on tourne l'appareil, puis on regarde si le patron d'interférence a changé. Okay? À ce moment-là, ça nous renseigne que l'éther a changé de direction, puis on est capable de mettre en évidence, le mouvement de la Terre dans l'éther. Clearly show if the speed of each light beam were different in different directions. But Michelson and Morley never detected such a difference. Puis leur interféromètre était littéralement sur une slab qu'on pouvait tourner. Okay? Donc, au même moment, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient tourner délicatement leur appareil, puis ils regardaient voir si le patron d'interférence changeait. Donc, leur appareil de mesure, en fait, je vais vous le remontrer, mais c'était le gros interféromètre qu'on vous a illustré. Il était sur une grosse plateforme. Cette plateforme-là était déposée sur un anneau
d'un mercure liquide qui agissait comme un coussin qui permettait de tourner cette affaire-là supermassive pour qu'il n'y ait aucune vibration. C'est ça l'important. Donc, on avait une plateforme très, très massive, en quelque part le plus isolée possible pour éviter qu'il y ait trop de vibrations. Parce que les Their vibrations, results were inconsistent with the existence of ether. The scientific world didn't know what to make of it. The famous scientists in Europe, all Lord Rayleigh and Lord Kelvin and Lord Thomson, were saying, hey, come on, you must have done something wrong here. There has to be an ether. And the whole thing didn't get resolved until many, many years later when Einstein came along. Einstein's theory of special relativity proposed that the speed of light is always the same, regardless of the speed of the light source. The results of the Michelson-Morley experiment were entirely consistent with Einstein's view of the universe, and this served as the turning point in modern physics. The Michelson-Morley experiment was an experimental advance in technology that transformed science. Not only physics, but science. rien de moins. OK? Donc, c'est vraiment ça ici que c'est produit. Donc, on fait une expérience pour mettre en évidence l'existence de l'éther. On arrive avec un résultat nul. Donc, le résultat de Michelson et Morley, c'est de dire on ne voit pas l'éther. On ne la voit pas. OK? Donc, si vous remarquez, donc c'est ça leur interféromètre ici qui était déposé sur une grosse slab de béton qui tournait sur un petit anneau de mercure, sur une pellicule de mercure très fine. Puis eux, au fur et à mesure, donc ils faisaient faire même plusieurs allers-retours à la lumière pour avoir une certaine longueur de parcours. Puis on observait une figure d'interférence en lumière blanche. Donc toutes les longueurs d'onde étaient contenues dans la lumière blanche. Puis c'est ça. Donc comme la différence de marge n'était pas toujours la même fraction de la longueur d'onde, ben on voit un arc-en-ciel ici apparaître, ça sépare en même temps. Donc ça, c'est leur attente. Évidemment, au fur et à mesure qu'on déplace, des fois, l'effet était maximal parce qu'on était, par exemple, parfaitement aligné avec l'éther ou parfaitement contre l'éther, puis d'autres fois, on était perpendiculaire à l'éther, donc il n'y avait pas d'effet attendu. Puis en ligne pleine, c'est leur résultat expérimental. Donc c'est compatible avec zéro effet. Okay? Donc c'est pour ça quand on dit... Quand on dit c'est un résultat qui n'était pas attendu, les gens ne savaient pas trop quoi faire avec ça, mais c'est parce que eux, ils avaient fait leur calcul, ils avaient prédit qu'on devrait observer à peu près 0.4 un déplacement de 0.4 franges. Donc c'était vraiment fait pour que ça soit assez facile à détecter, mais ça n'a pas été détecté. Donc, évidemment, il y a une gang de physiciens qui vont dire bon, le problème est avec l'expérience. L'expérience n'est pas assez précise pour détecter ça. Mais Einstein a vu ça à l'envers, puis lui, il s'est dit bon, mais qu'est-ce que ça semble suggérer? Ça semble suggérer que la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de la source. Donc, Einstein a pris ça, en a fait un postulat de la relativité restreinte, puis s'est servi de ces deux postulats pour, pour révolutionner ni plus ni moins la physique de l'époque. Okay? Puis encore aujourd'hui, ça a des conséquences absolument spectaculaires. Okay? Donc, les conséquences que ça a, c'est que, par exemple, on va parler ici de dilatation du temps. Donc, une façon d'expliquer ça, c'est, comme je vous disais, c'est si la vitesse est la même, mais que il y a de quoi qui se passe ici, donc le rapport entre delta x et delta t doit rester le même, ben, une des conséquences qu'on va voir assez rapidement, c'est que ça implique la dilatation du temps pour un observateur immobile. Si vous voyez une horloge en mouvement devant vous passer, vous allez voir qu'elle bat plus lentement. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça? Ben, on peut voir ça ici, comme ça ici. Okay? Two spaceships are traveling together through the galaxy at close to the speed of light. Mounted on one ship is a laser that can fire pulses of light, and on the other, a mirror. The pilot of the first ship fires a pulse at the mirror and watches as it is reflected back. A clock on board measures how long the round trip takes. But now... Donc, encore une fois, voilà une belle expérience de pensée. Okay? Imaginez-vous deux vaisseaux qui sont séparés d'une distance d. Okay? Donc, pardon. Donc, vous avez un premier vaisseau spatial. Ok, écoutez, là, je ne commencerai pas à essayer de tracer des vaisseaux spatiaux super réalistes. Là, okay? Donc, ils sont séparés d'une distance d, puis ils s'échangent un faisceau de lumière. Okay?
Le faisceau de lumière voyage à la vitesse c. Combien de temps ça va prendre pour faire l'aller-retour? OK? On sait que la vitesse, c'est delta x sur delta t. Donc, le delta t, c'est delta x sur v. Donc, ça parcourt une distance égale à 2d à la vitesse c. Okay? Donc, ça, c'est le temps que ça prend au faisceau pour faire l'aller-retour entre les deux vaisseaux. Donc, on a ici quoi? Une horloge, essentiellement. Okay? Si on envoie un ping à toutes les t secondes, on sait que le ping va prendre delta t secondes pour revenir égal à 2d sur c. Okay? Donc, jusque-là, il n'y a rien de très, très révolutionnaire là-dedans. Okay? Now suppose that he does this as the ships are passing an observer on a nearby asteroid. According to relativity theory, this Puis là, il faut faire attention. On dit according to relativity theory. C'est une évidence expérimentale. Okay? Ça, c'est la phrase dans ce clip-là que je ne trippe pas. C'est pas according to relativity theory. C'est pas selon la théorie de la relativité. C'est selon les observations. Okay? Les observations montrent que la vitesse de la lumière est la même. Okay? observer sees the pulse moving through space at exactly the same speed. This on a nearby asteroid. According to relativity theory, this observer sees the pulse moving through space at exactly the same speed that the pilot does, namely the speed of light. Donc là-dessus, on s'entend. Donc, si vous êtes, vous, un observateur sur un astéroïde, puis vous voyez les deux vaisseaux passer devant vous, vous les voyez s'échanger un pulse de lumière. Ben, l'expérience nous montre que ce pulse de lumière-là va voyager à la même vitesse, c. Okay? Parce que la lumière voyage toujours à la même vitesse. Okay? L'affaire, c'est que vous allez voir ce faisceau lumineux-là parcourir une plus grande distance. Okay? Parce qu'ils ne font pas juste s'échanger un pulse comme ça. Là, maintenant, les deux vaisseaux sont en mouvement. Donc, au mouvement d'aller-retour, il faut tenir compte aussi du mouvement de la distance horizontale qui est parcourue. Donc, le pulse de lumière va parcourir une plus grande distance que dans le cas où vous êtes dans le vaisseau puis vous voyez juste un pulse lumineux aussi entre vous deux. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il parcourt une plus grande distance en ayant à la même vitesse? Bien, la conclusion logique, c'est que ça va y prendre plus de temps pour faire cet aller-retour-là. Okay? Donc, c'est ça quand on parle de dilatation du temps. Okay? On dit dépendant de votre point de vue, dépendant si vous êtes immobile par rapport au faisceau lumineux ou si vous êtes immobile par rapport dans le vaisseau spatial ou si vous êtes sur l'astéroïde puis vous voyez le vaisseau spatial passer devant vous, le temps que ça va prendre pour faire l'aller-retour va dépendre du fait que vous soyez dans un ou dans l'autre. Okay? Donc, en particulier, si vous voyez une horloge se déplacer, parce qu'on se dit, imaginez que vous envoyez un pulse de lumière à toutes les secondes. Okay? Ben, pour l'observateur qui est sur l'astéroïde, comme le pulse de lumière va prendre plus de temps pour faire l'aller-retour, lui, il va supposer que les secondes s'écoulent plus lentement pour l'horloge qui est en mouvement. Okay? Ben, on va y revenir. Okay? But he also sees the pulse traveling a longer distance, because from his perspective, he must add the forward motion of the ships to the motion of the pulse between them. So he measures a longer time interval for this round trip than the pilot does, because he's watching the pulse go farther without going any faster. Donc, c'est vraiment ça la clé. Donc, comme le rayon de lumière parcourt une plus grande distance du point de vue de l'observateur qui est immobile sur l'astéroïde, comme la distance est plus grande, mais que la vitesse est la même, ben nécessairement, ça va prendre un temps plus grand pour faire l'aller-retour, selon qu'on soit dans le vaisseau ou qu'on soit sur l'astéroïde. Donc, imaginez, encore une fois, que, mettons, l'aller-retour prend 1 seconde dans le vaisseau, vous envoyez un pulse à toutes les secondes. Ben, si vous êtes sur l'astéroïde puis vous voyez ça passer, ça va prendre plus qu'une seconde. Vous allez avoir des pulses qui vont voyager plus à la même vitesse, mais qui vont devoir parcourir une distance plus grande. Donc pour vous, l'horloge, elle ne va pas envoyer un tic à 5 secondes, elle va envoyer un tic à toutes les 2 secondes, à toutes les 3 secondes, à toutes les 4 secondes, dépendant de la vitesse à laquelle les deux objets se déplacent devant vous qui êtes immobile et qui vous regardez le spectacle. This effect is called time dilation. If two observers are moving with respect to one another, each perceives that the other's time is flowing more slowly. Ça, c'est l'autre clé. Okay? Donc, on a peut-être l'impression que ça veut dire que le temps s'écoule plus lentement pour vrai quand vous êtes dans le vaisseau spatial, mais c'est pas le cas.
Quand vous êtes dans le vaisseau spatial, vous, là, quand même bien que il y ait un astéroïde qui passe à côté de vous, est-ce que ça va faire en sorte que vous allez sentir quelque effet que ce soit? Pas du tout. Vous regardez le vaisseau qui est en dessous de vous, vous êtes immobile l'un par rapport à l'autre. Le reste du monde n'est pas important. Présentement, on se parle, là. Il y a des objets dans la nature qui se déplacent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière par rapport à nous. Est-ce que vous pensez que ces objets-là ont une influence sur le rythme auquel le temps s'écoule pour vous? Aucunement. Donc, c'est vraiment dû au mouvement quand on cherche à comparer des horloges pour deux observateurs qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. C'est là qu'on ne s'entendra pas. Non seulement ça, mais l'horloge des gars dans le vaisseau spatial, elle ne retarde pas pour vrai, entre guillemets, puis elle ne retarde pas plus que celle du monde sur l'astéroïde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez que vous êtes la personne sur l'astéroïde, puis vous vous lancez une balle dans les airs, OK? Puis mettons que vous lancez la balle, elle vous retombe dans la main, puis à chaque seconde, vous relancez la balle dans les airs, puis elle vous retombe dans la main, OK? Qu'est-ce que les gars dans le vaisseau spatial vont voir, eux? Ben, eux, s'ils décident d'être immobiles dans leur référentiel à eux, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils vont voir un astéroïde qui s'en vient vers eux à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Puis sur cet astéroïde-là, il y a un dude qui se lance une balle de même. OK? Mais sauf que, de la même façon que le pulse de lumière a une plus grande distance à parcourir, donc on conclut quoi? Que le temps est dilaté du point de vue du gars sur l'astéroïde pour quand on mesure l'horloge qui se déplace. Ben là, ça va être le contraire. Les gars dans l'astéroïde voient une horloge en mouvement, un gars qui se lance une balle à toutes les secondes, dilatée. Donc, il va lancer la balle va se déplacer lentement, elle va retomber dans sa main. Puis, plus la vitesse relative est grande, plus l'effet est marqué. Okay? Parce que la balle doit parcourir aussi une distance horizontale plus grande à cause de la vitesse relative des deux observateurs. Donc, c'est ça aussi, on parle de relativité. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour qui le temps s'écoule moins vite pour vrai. C'est juste que si vous êtes un observateur immobile et que vous voyez passer un objet qui se déplace vite par rapport à vous, vous allez avoir l'impression que tout marche au ralenti pour l'objet qui est en mouvement. Cet effet-là est complètement symétrique pour l'objet qui est en mouvement. Ben, en fait, c'est très subjectif d'être en mouvement. L'objet en mouvement par rapport à vous peut bien décider que lui est immobile et que c'est vous qui êtes en mouvement. Donc, c'est l'horloge que vous portez qui va battre plus lentement pour la personne qui est immobile et qui regarde une horloge se déplacer. Donc, le temps est toujours dilaté comme ça. OK? Donc, de combien, entre guillemets, il va être dilaté le temps? OK? Pardon. Ben, on va juste regarder rapidement. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, pour les passagers des fusées, donc on dit la lumière voyage à la vitesse c, puis quelle distance est-ce qu'elle a à parcourir? Elle a à parcourir une distance égale à 2d. Donc, la vitesse, c'est le déplacement divisé par le temps. Donc, ça va prendre un intervalle de temps delta prime qui est égal à 2d divisé par c. Ce que je vous avais indiqué tantôt juste ici. Là. Okay, là. Maintenant, du point de vue de l'observateur immobile qui voit tout ça se produire. Bon, ce qu'il sait, c'est que les astéroïdes se déplacent, les astéroïdes, oui, les vaisseaux se déplacent à la vitesse v par rapport à lui. Okay? Donc, le vaisseau avance à la vitesse v. Il va s'écouler delta t secondes entre le moment où le faisceau part et où le faisceau revient. Okay? Pendant ce temps-là, le vaisseau va avoir avancé d'une distance égale à v fois delta t, okay? Parce qu'il se déplace à la vitesse v pendant delta t secondes. Évidemment, si on veut trouver c'est quoi delta t, ben nous, il faut qu'on regarde le parcours fait par la lumière. Donc, le parcours fait par la lumière, c'est la ligne en orange qui est ici. Si on veut déterminer delta t, ce qu'on va faire, en fait, c'est nous, on aime les triangles rectangles en physique, vous savez, là, depuis le temps. Donc, on va juste regarder la moitié du chemin ici. Okay? Donc, si on regarde la moitié du chemin ici, ben, si mon vaisseau a avancé de v delta t, ça mesure v fois delta t sur 2. Okay? Ça ici, le faisceau lumineux voyage à la vitesse c pendant la moitié de son parcours, là, ici, donc delta t sur 2 secondes. Puis ça, c'est d la distance entre les deux fusées. Donc, par Pythagore, tout simplement, okay, qu'est-ce qu'on va trouver? Que d à la 2 plus vt sur 2 à la 2
est égal à CT sur 2 à la 2. Là, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va réorganiser un petit peu les termes. Okay? Donc, on envoie ce terme-là de l'autre côté, on isole des deux. Après ça, on va envoyer le 4 en haut, le delta T en bas. Okay? Excusez, le C2 moins V2 en bas. On veut isoler delta T, autrement dit. Okay? Fait qu'on envoie le 4 en haut, le C2 moins V2 en bas. Puis, on va sortir 2D sur C de la racine. Donc, on va sortir 4D carré de la racine. Il va rester 2D. Puis, on va sortir un C carré en bas. Donc, il va rester 1 moins V2 sur C2. Puis, en sortant ça de la racine, ça devient 2D sur C. C'est le même 2D sur C qui est notre T'. Donc, T et T' sont reliés par le facteur 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur de Lorentz. Le fameux gamma, le facteur de Lorentz. Oups, excusez. OK. Là, c'est juste parce que là... Voyons! Excusez, là, je cherche mon curseur. Ça me... OK, ici, curseur, merci. OK, donc, excusez. OK, donc on dit que delta T, c'est gamma fois delta T' où gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. OK? Ça, on appelle ça le facteur de Lorentz. Là, vous allez me dire, ouais, mais 1, c'est qui Lorentz? Puis 2, pourquoi c'est pas le facteur d'Einstein si c'est une conséquence de la relativité d'Einstein? Okay? Mais c'est parce que Einstein n'a pas été le premier à trouver ça. Okay? Tu sais, je vous ai dit plus tôt dans le cours, Einstein s'est mérité un prix Nobel de physique une fois dans sa vie, mais ce n'était pas pour ses travaux sur la relativité, c'est pour ses travaux sur l'effet photoélectrique. Okay? Sa contribution à la relativité était à un autre niveau. Okay? La plupart des concepts mathématiques avaient déjà été trouvés avant lui. Okay? Donc, Lorentz avait déjà trouvé ce facteur-là. Ce facteur-là, Lorentz l'avait utilisé dans un autre contexte complètement. Il l'avait utilisé pour rendre invariantes les équations de l'électromagnétisme. Okay. Donc, ça, je ne vais pas trop embarquer dans les détails. Je ne vais pas vous mêler plus que ça, mais c'était relié à la relativité parce que ce qu'on sait, c'est que les lois de la gravité, les lois de Newton, sont équivalentes dans tous les référentiels inertiels. Okay? Si vous faites une transformation galiléenne des vitesses, vous allez retrouver les mêmes lois. Okay? Le problème, c'est avec l'électromagnétisme. Si vous prenez les équations de Maxwell puis vous appliquez sur elles une transformation galiléenne, donc dans le fond, vous faites un changement de référentiel inertiel, la forme des équations change. Puis ça voulait dire que les lois de Maxwell, dans le fond, dépendaient de la vitesse d'un objet, puis qui n'étaient pas les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Ce qui était en contradiction avec le principe de relativité, comme quoi les lois de la physique devraient être tout le temps les mêmes. Donc, Lorentz avait proposé que si on modifiait les longueurs par un facteur gamma qui dépendait de la vitesse de la source, il réussissait à rendre les équations de Maxwell invariables des transformations galiléennes. C'est un peu technique, là, ce que je vous dis, mais bref, Lorentz avait trouvé ça comme une curiosité mathématique qui lui permettait de rendre invariantes les équations d'Einstein, les équations de Maxwell, pardon. Einstein, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé le même résultat que Lorentz, sauf que lui, il l'a pris au pied de la lettre. Puis il s'est dit, ça a des conséquences pas mal plus graves, ok? Qu'il faut remettre en cause le fait que toutes les horloges ne battent pas au même rythme. Chaque observateur a son temps, son propre temps qui s'écoule à son rythme. Puis quand vient le temps de comparer les horloges des différents observateurs, que là, il peut apparaître des problèmes si les observateurs se déplacent l'un par rapport à l'autre. Okay? Donc, le facteur de Lorentz, il vaut combien, entre guillemets? C'est quoi sa valeur? On l'a calculé pour différentes vitesses. Donc, supposons qu'on utilise une vitesse de 10 à la 6 mètres par seconde, là, qui est quand même rapide. C'est 1000 km par seconde. Okay? Ça veut dire que c'est 3600 km. Non, c'est 3,6 millions de kilomètres à l'heure. OK? 3,6 fois 10 à la 6 km à l'heure. OK? Donc, c'est rapide, là. OK? C'est pas qu'une Civic que vous êtes capable de faire ça. OK? Ben, pardon. Cette vitesse là, le facteur gamma est encore égal à 1, essentiellement.
OK. Donc, je les ai listés ici. Donc, j'ai calculé la valeur pour 3 vitesses différentes. On va les réutiliser, celles-là, assez régulièrement. C'est pour vous montrer que même à 1000 km par seconde, là, le facteur gamma, là, il est égal à 1. Donc, t est égal à t' à la 3, 4, 5e décimale, même pas à la 4, 5, 6e décimale près. OK? Donc, il n'y a pas d'effet relativiste observable vraiment à 1000 km par seconde à la 4 ou 5e décimale près. OK? Si vous atteignez 90% de la vitesse de la lumière, là par contre, le facteur gamma commence à devenir important. Il devient égal à 2,3 à peu près. Puis à 99% de la vitesse de la lumière, ben là, le facteur gamma est égal à 7,09. Donc là, vous commencez à avoir des effets relativistes parce que plus le facteur gamma est grand, différent de 1, plus la dilatation du temps est importante. Okay? Parce qu'on se souvient que le gamma, c'est le rapport entre les intervalles de temps perçus par les deux observateurs. Okay? Donc le gamma ici, c'est le facteur qui relie t puis t'. Okay? Donc si gamma est égal à 1, ben, il n'y a pas d'effet relativiste. S'il est 2, est égal à 2, ben, ça veut dire que le temps s'écoule 2 fois plus lentement. Si c'est égal à 3, 3 fois plus lentement. Si c'est égal à 7, ça veut dire que le temps s'écoule 7 fois plus lentement, du point de vue d'un observateur immobile. Okay? Donc, si on trace un graphique maintenant du facteur gamma, donc justement, c'est égal à 1, là, on est ici là, à 10% de la vitesse de la lumière jusqu'à... Il y a mon curseur. C'est combien de fois je dis ça dans une journée? 10, 20, 30, 40% de la vitesse de la lumière. Là, on commence à avoir des effets relativistes importants, relativement importants. Puis ça diverge quand la vitesse de la lumière s'approche de 1. Ça, c'est la vitesse en unité, en fraction de la vitesse de la lumière. OK? Donc, là, à ce moment-là, faut tenir compte des effets relativistes. Mais ça s'applique aussi à des échelles beaucoup plus faibles. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les satellites GPS, okay? Les satellites GPS là, qui sont en orbite autour de la Terre à des altitudes d'environ 20 000 km, là, donc, attendez une seconde, je vais vous en trouver un. Donc, merveilleux ça, N2IO, là, je comprends pas, mais bon, il y a des sites pour tout, hein. Donc, si on regarde un satellite GPS quelconque, on en prend un semi au hasard, puis je sais pas, on veut le regarder lui. Il est à une altitude, bon, c'est majeur, périgée de 20 000 km, donc il est à une altitude d'environ 20 000 km au-dessus de la surface de la Terre, là, ok, présentement, là. Donc, 20 000, non, excusez, pas présentement. Il est à. C'est ça, il est à une altitude moyenne de 20 000 km de la surface de la Terre. Il se déplace environ à une vingtaine de kilomètres par seconde. Là, ce sont les. Voyons. Euh... Non, non, non. Voyons. Hey, ils ont changé le site parce qu'avant, c'était pas comme ça. Mais bon, en tout cas, il se déplace environ à 10, 15, 20 km par seconde. Voyons. Ah! Excusez, là. Laisse-moi réorganiser ça, je reviens. Bon. Bon, ben voilà. Donc, j'en ai pris un au hasard, là. Il se déplace à 4 km par seconde. OK? Donc, c'est pas beaucoup. 4 km par seconde. C'est sûr que le facteur gamma, là, il est égal à 1 à une bonne gang de décimales près. Sauf que, quand vous voulez une précision de cet ordre-là, de l'ordre du centimètre ou du mètre, là, je veux dire, les satellites GPS, ça appartient à l'armée américaine. Là. Vous pensez que c'est proche, c'est précis à 1 mètre près, là, oubliez ça. Pour l'armée, c'est plus précis que ça. OK? Mais si vous voulez une précision de 1 cm sur une distance de 20 000 km, là, OK? Vous n'avez pas le choix de tenir compte des corrections de la relativité. OK? Donc, dans la construction même de la constellation GPS américaine, on doit tenir compte de la relativité quand vient le temps de construire des appareils comme ça. Si on n'en tenait pas compte, on n'aurait jamais une position assez précise pour s'en servir pendant plus d'une couple de semaines. Après une couple de semaines, ça aurait trop drifté. Là. Excusez, ça aurait trop dévié. Puis ça serait plus bon. Donc, comme je vous disais, les facteurs gamma, est-ce qu'on a
d'autres conséquences de la dilatation du temps ou des effets relativistes. Ben, un autre effet relativiste sur lequel je vais embarquer, je vais vous montrer ça. Non, excusez, juste avant, en fait, est-ce qu'on a des expériences, des preuves expérimentales de ça, de cette dilatation du temps? Oui, mais ça a été long avant qu'on ait des preuves expérimentales de ça. Ça a pris des expériences de la Philippe Keating en 1971. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont allés vérifier. OK? Donc, comme devrait le faire n'importe quel physicien, c'est bien beau ce que je vous dis, là, mais est-ce que ça marche? OK? C'est ça la vraie conséquence, la vraie preuve, OK, que quelque chose ne marche pas, c'est d'aller vérifier. OK? At $2,300,000. In 1971, Joe Haefele and Richard Keating put the theory to the test. They flew 4 atomic clocks around the world to compare the passage of time on an airplane with time on the ground. Donc, oui, une horloge en mouvement retarde par rapport à une horloge mobile, c'est ce que la théorie de la relativité semble dire. Est-ce qu'on l'observe ou pas, cet effet-là? I don't trust these professors who get up and scribble in front of blackboards claiming they understand it all because I've made too many measurements where they don't come up with the numbers they say. Ça c'est une des meilleures quotes de... Ça c'est franchement, ça, c'est ce que devrait être la démarche scientifique. Garder un esprit critique. Ne jamais croire ce qu'on vous dit parce qu'on vous dit d'y croire. OK? Ce qu'il vient de dire, c'est quoi? C'est ouais, moi je trace pas ça des profs qui sont à leur tableau en avant, qui écrivent un paquet d'affaires au tableau, puis après ça, qu'ils vous disent que ça marche de même. Il dit pourquoi? Il dit trop souvent, j'ai fait l'expérience, puis c'est pas ça que ça donne. OK? Donc, comment faire quand une prédiction comme celle d'Einstein nous dit que les horloges doivent retarder, entre guillemets, quand elles sont en mouvement par rapport à une autre? Mais comment est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on va y croire? Non, on va aller faire l'expérience pour vrai. Okay? Richard had told me that in all the previous work he had done, he had never seen the effect of time dilatation. I hadn't. Had never seen it. I knew what was being predicted and that, but it always seemed to me that the best proof is to measure it. Allez mesurer. To see how time slows down with speed, they had to fly all the way around the world in the original experiment. Today's atomic clocks are more accurate, so the warping of time should be apparent even on an ordinary transatlantic flight. Champagne for you, sir? Yes, one for me and one for my friend. Certainly. About 5 minutes past 4 local time, which is 5 minutes past 9 English time. Einstein said time is that which is indicated by a clock. I think I know what a clock is, therefore I think I know what time is. Ça aussi, c'est une bonne question. Tu sais, dans la catégorie, là, my God, c'est quoi le temps? OK? Comment expliquer à quelqu'un c'est quoi le temps? Ben, Einstein nous dit, le temps, c'est quoi? Ben, le temps, c'est juste ce qui est écrit sur ta montre. OK? Si tu penses comprendre comment fonctionne une montre, ben, je pense que tu comprends c'est quoi le temps. OK? Donc, c'est à la base, le temps, c'est n'importe quel phénomène régulier, qu'une période constante peut servir d'horloge, peut servir à construire une horloge. Dans le cas d'une horloge atomique au césium, qu'est-ce qui marque le passage du temps? Ben, c'est que le césium, quand il est excité, il a tendance à vibrer à une fréquence très précise, puis vous comptez le nombre de vibrations, puis c'est ça qu'on utilise comme standard. On définit une seconde comme étant le temps que ça prend pour faire tant d'oscillations pour le césium, par exemple. Donc, on définit la seconde. On va revenir sur la métrologie plus tard, la science des unités de mesure en soi. Ça c'est... Pensez que je suis un nerd? Non. Ceux qui font de la métrologie sont des nerds. Okay? Seem to be following an unbelievably constant track. En route, they collected data from the pilot, then put it into Einstein's equations to predict the time change. We have accumulated so far a change of 34 nanoseconds. Broadly speaking, it seems to confirm the original prediction. The clock will have gained somewhere between 37 and 40 nanoseconds when we land in about half an hour's time. Suppose you would live for 100 years and you would spend your entire life on one of these aircraft flying around the world. You could expect to be younger than people who did not do that by about
1/10,000th of a second. Donc, voyager pendant 100 ans dans un avion comme ça, vous allez avoir vieilli moins, ok? Le rythme auquel vous allez vieillir va avoir été moins grand que celui d'une personne qui est restée au sol. Mais la différence de temps au bout de 100 ans dans un avion va être de moins d'un 10 millième de seconde. Ok? Donc, c'est là, c'est mesurable, mais c'est complètement négligeable à notre échelle. Ok? To measure exactly how much time changed relative to time on Earth, the clock on the airplane had been synchronized with the international standard at the start of the trip. Then, it was compared to the same standard when it landed in the United States. If we put other cables in here, that changes by The about... clock on the plane disagreed with the ones on the ground by 40 billionths of a second, just as Einstein predicted. Donc, ils ont observé une différence de temps, l'horloge qui est retardée par rapport à l'autre, de 40 milliardièmes de seconde. Ok? Donc, moi, le premier, comment concrètement, on dit on compare avec le temps universel avant de partir, on recompare avec le temps universel en revenant. Mais je veux dire, ça pose même le problème de comment synchroniser des horloges pratiquement. Ok? Pourquoi? Ben, imaginons que on veut synchroniser nos horloges. Je sais pas, vous qui m'écoutez et moi, on veut synchroniser nos montres. Ok? Tu sais, c'est le classique là. Ok, à bip, on met ça à midi, on compte jusqu'à 3, puis on met ça à midi ensemble. OK, top. Mais à partir du moment où je vous dis maintenant, ben, il s'écoule un délai entre le moment où je vous dis maintenant puis le moment où vous recevez l'information. Donc, comment est-ce qu'on fait pour synchroniser des horloges à ce degré de précision-là? Ça, je ne sais pas. OK? Ben honnêtement, j'ai jamais été fouillé dans le détail à ce point-là. Mais ça se fait. OK? C'était publié dans Science, là, c'était revu et contrôlé. Donc, j'ai quand même un bon feeling par rapport à ça. Le problème que ça soulève, par contre, est pire. Okay, pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'on dit dans la relativité? Dans la relativité, on vous dit non. Les gars dans le vaisseau, là, ils vieillissent pas plus lentement pour vrai ou blablabla. Pourquoi? Ben, eux, ils se déplacent à vitesse constante. Pour eux, ils sont immobiles par rapport à eux-mêmes. Pour eux, c'est le gars sur l'astéroïde qui se déplace dans l'autre sens puis pour qui l'horloge retarde. Donc, de là, ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. OK? Pourquoi? Parce que ça devrait. La relativité ne vient pas nous dire que cet effet-là devrait être symétrique, que chaque horloge peut décider qu'elle est immobile, puis que c'est l'autre horloge qui se déplace, puis qui devrait donc retarder par rapport à elle. Je suppose que vous me suivez là. Donc là, oui, ça marche. Le problème, c'est pas que ça marche. Le problème, c'est que ça devrait marcher pour les deux. OK? Donc, l'horloge restée sur Terre devrait dire oui, l'autre horloge est allée dans l'avion, elle a fait le tour de la Terre, elle est revenue, elle a bougé par rapport à moi, donc son horloge retarde. Fine, c'est ce qu'on observe. Le problème, c'est que l'horloge dans l'avion pourrait se dire ouais, excusez, là, mais non, moi j'ai toujours été immobile par rapport à moi-même. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une horloge au sol bouger dans l'autre sens par rapport à moi. C'est elle qui bougeait. Donc c'est elle qui devrait retarder par rapport à moi. Fait que ça a amené à ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Okay? Donc, imaginons, pour faire simple, que vous êtes un intrépide voyageur interstellaire, puis que vous partez de la surface de la Terre, puis vous avez un frère jumeau okay, qui est né en même temps que vous, okay, puis lui qui reste sur la Terre. Donc, vous vous séparez, un des deux part vers des contrées lointaines, très lointaines dans notre exemple, l'autre est sur Terre. Okay. Qu'est-ce qu'on va observer? Okay. Ben, supposons qu'on décide de se rendre jusqu'à Andromède, qui est situé à 2 millions d'années-lumière de la Terre. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, la première chose, ça veut dire quoi 2 millions d'années-lumière? Ça veut dire que la lumière qui part d'Andromède prend 2 millions d'années à la vitesse de la lumière, évidemment, pour se rendre jusqu'à nous. Une année-lumière, c'est littéralement la distance parcourue par la lumière en 1 an à 300 000 km par seconde. Okay? Donc, supposons maintenant que vous embarquez dans le vaisseau puis que vous partez vers Andromède.
supposons que vous êtes capable de maintenir une accélération constante égale à 9,8 mètres par seconde carré. Parce que, vous voulez vous rendre la vie confortable dans le vaisseau spatial. Vous savez qu'il n'y a pas de source de gravité, donc vous allez être en apesanteur. Le corps humain n'est pas fait pour tolérer l'apesanteur ben. Donc, vous allez reproduire une gravité artificielle. Comment vous allez faire ça? La façon la plus simple de reproduire une gravité artificielle, c'est juste en accélérant. Donc, vous avez une fusée. Vous allez constamment accélérer avec une accélération égale à 9,8 mètres par seconde carré relative à la Terre. Donc, ce que ça veut dire que vous allez être debout sur le plancher. Puis, si je regarde les forces qui agissent sur vous, somme des forces est égale à MA. Mais il y a une seule force qui va agir sur vous. Ça va être quoi? C'est le plancher qui pousse sur vos pieds. Donc, vous subissez une force normale qui est perpendiculaire au plancher. Il n'y a pas de gravité. Donc, la seule force que vous subissez, c'est la force normale. Puis, vous avez une accélération égale à 9,8 mètres par seconde carré. Vous sentez une force normale qui est égale à m fois g. Si vous êtes debout sur le plancher ici présentement, qu'est-ce que vous sentez? Deux forces qui agissent sur vous, mais vous êtes en équilibre. Donc, la normale est égale au poids, égale à mg. Donc, vous allez ressentir la même chose. Vous allez être confortable. Donc, faites la moitié du chemin avec une accélération comme ça. Ensuite, c'est bien beau, là, vous allez accélérer, vous allez vous rendre proche de la vitesse de la lumière assez rapidement. Vous renversez la fusée, puis là, vous ralentissez avec une accélération égale à 9,8 pour la deuxième partie du voyage. Vous arrêtez sur Andromède, vous faites un petit pipi, vous repartez, vous faites la même chose dans l'autre chemin. Donc, si on le fait le calcul complet, qu'on ne fera pas ici, là, mais que si vous êtes curieux, vous pouvez toujours aller vous googlerez calculatrice relativistique, là, Donc, vous en avez plein, là, Donc, ça va vous donner une idée, par exemple, du temps que ça va vous prendre, Donc, mettons, vous voulez parcourir 2 millions d'années-lumière avec une accélération de 9,8, 1 fois l'accélération de la Terre. Ça va vous prendre, on dit time on board 28 ans pour faire ça. Du point de vue d'un observateur sur la Terre, ça va prendre 2 millions d'années. Donc, vous allez atteindre une vitesse de, vous remarquez là, très proche de la vitesse de la lumière. Donc, ça va prendre 28 ans, fois 2 pour l'aller-retour, 56 ans, mettons 60. Là. Donc, vous irez voir. Là, vous allez me dire comment que ça peut prendre 60 ans pour faire 4 millions d'années-lumière. Ça, on va y revenir tantôt. Tantôt, on va y revenir au prochain cours. Pour l'instant, faut vraiment juste voir ça. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'aller-retour prend environ 60 ans. Mais il s'est écoulé pendant ce temps-là 4 millions d'années sur Terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez voyagé, vous, pendant 60 ans. Pendant ce temps-là, il s'est écoulé 4 millions d'années sur la Terre pour vous. Donc, quand vous allez revenir sur la Terre, vous allez avoir vieilli de 60 ans, mais la Terre va avoir vieilli de 4 millions d'années. Donc, si on y pense un petit peu, vous allez avoir voyagé vous allez avoir voyagé dans le futur. Vous allez avoir vieilli de 60 ans quand tout le monde autour de vous va avoir vieilli de 4 millions d'années. Donc, vous allez arriver 4 millions d'années dans le futur. Donc, est-ce que c'est possible de voyager dans le futur? Ben oui, c'est possible. Vous avez juste à faire ça. Donc, vous avez juste à vous déplacer très vite. Vous allez ralentir. Vous allez littéralement voyager dans le futur quand vous allez revenir sur la Terre. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes que j'ai avec littéralement tous les films de science-fiction, c'est qu'eux, ils voyagent à n'importe quelle vitesse, pendant n'importe combien de temps, ils reviennent, leur blonde est toujours là à les attendre, comme si c'était rien passé. Il y a juste dans Interstellaire qu'ils font quand même pas pire cet effet-là. Ils en tiennent compte pour vrai. Là. Mais si on revient à notre paradoxe, il est où le paradoxe là-dedans? Mais le paradoxe, c'est qu'en théorie, le gars qui est dans le vaisseau pourrait dire que c'est lui qui est resté immobile, puis que c'est
Andromède puis la Terre qui se sont déplacés par rapport à lui, puis que c'est pour, ça devrait être l'autre qui est resté sur la Terre qui devrait avoir vieilli de 60 ans pendant que pour lui c'est écoulé 40 millions d'années. Mais c'est pas ce qu'on observe. Dans le cas des horloges dans l'avion, il y a vraiment une horloge qui a vieilli plus que l'autre. Comment c'est possible si c'est supposé être symétrique cet effet-là? OK? Donc, c'est ça qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. C'était utilisé pour essayer de démolir la relativité en disant ouais, ouais, c'est ça, vous prévoyez que c'est équivalent pour les deux, mais dans le fond, quand on fait l'expérience, il y en a juste un des deux qui vieillit pour vrai. Mais c'est parce que on a tendance des fois à retenir juste ce qu'on veut retenir. OK? Puis en particulier ici, ce qu'on doit retenir, c'est que la relativité restreinte, là, on limite ça à des référentiels inertiels. OK? Elle a la clé. Donc, c'est sûr que quand nos deux horloges sont immobiles l'une par rapport à l'autre, en partant, puis qu'on les synchronise quand ils sont immobiles l'une par rapport à l'autre, oui, ils sont dans le même référentiel inertiel. Mais à partir du moment où il y en a une qui subit des accélérations, OK, pendant que l'autre reste immobile, mais là, on a changé de référentiel. Là, on a brisé la symétrie, puis là, la relativité restreinte, elle ne peut plus s'appliquer parce qu'on n'a plus affaire à des référentiels inertiels. Donc là, il y a vraiment une des deux horloges qui va retarder par rapport à l'autre. Moi, on dit qu'il y a vraiment un des jumeaux plus mort que l'autre. Il y en a un qui va avoir vieilli de 60 ans, l'autre qui va être mort depuis environ 4 millions d'années. OK? Donc, une des preuves expérimentales, c'est l'expérience d'Affeley-Keating. Est-ce qu'il y a d'autres évidences expérimentales? Oui, on a les muons cosmiques qui nous fournissent une autre preuve expérimentale. C'est quoi les muons cosmiques? C'est ce que je vais vous présenter dans le prochain cours. Je vous laisse un peu prendre un petit break, réfléchir à tout ça, puis on se revoit pour la prochaine vidéo où on va parler des muons cosmiques pour commencer. Ah!